Okay, so thank you everybody. So I will continue in French. Sorry for English speaking language. Et donc je vais m'attacher à vous parler en quoi la vision 3D améliore l'autonomie de vos machines. Alors pour sûr, je ne vais pas répondre en 15 minutes à cette grande problématique, vous en conviendrez, mais l'objectif plutôt ici, c'est de partager l'expérience que l'on peut avoir en sein d'un fabricant d'automatisme et de perception pour déterminer comment on va pouvoir améliorer l'autonomie des machines avec des produits comme la vision 3D. Alors, pour ce faire, l'objectif, je vais essayer déjà de m'approcher question sémantique un petit peu de cette phrase, de qu'est-ce qu'on va parler dans l'autonomie, de qu'est-ce qu'on va parler comme machine. Premièrement, en termes de machine, on va s'attacher ici au FIRA, discuter de tout ce qui va concerner, dans un premier temps, engin agricole, bien entendu. On va trouver tout ce qui va être robotique après, dans la partie robot un peu industriel, articulé ou polyaxe. Et engin, on va parler plutôt tracteur, on va plutôt parler engin agricole. Le dernier cas, c'est plutôt la robotique mobile, qui est aussi un grand axe pour nous en termes de perception d'environnement. Alors certes, celui que vous voyez à l'écran, il ressemble plus à quelque chose qui est parti sur Mars, on va rester plus terre à terre et rester dans le champ, mais effectivement, tout ce qui va être machine pour nous va se concentrer sur ces trois typologies de matériaux. Ensuite, on va parler des problématiques. Qu'est-ce que nous, on entend dans l'autonomie? Alors, on va tout de suite pas s'occuper de l'autonomie au sein d'un fabricant comme IFM, de l'autonomie énergétique, mais on va s'occuper plutôt de l'autonomie proche de la prédiction de collision. Lorsque je suis sur un rover ou une machine type tracteur, déterminer qu'est-ce que c'est qu'une collision, quand est-ce qu'elle va avoir lieu, quand est-ce que je vais pouvoir la prévoir. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles on va s'accrocher. Également, une fois qu'on a vu et déterminé un obstacle, est-ce que cet obstacle est concrètement quelqu'un qui va être humain, qui va avoir du coup une variabilité qui va être propre, ou quelque chose qui va être plus imbriqué, compréhensible et déterminé que mon propre engin va être en capacité de le détecter puis de le traverser. Donc ces questions-là, c'est cette brique-là qu'on va essayer de regarder pour déterminer physiquement que ma machine va pouvoir résoudre cette opération pour devenir autonome. Ensuite, un autre pan sur lequel on va travailler, c'est tout ce qui va correspondre au guidage. Aujourd'hui, tout système de navigation existant, quelle est la brique, quelles sont les briques qui vont nous permettre de rendre notre machine autonome. Sans ça, évidemment, on va avoir du mal à déterminer où est-ce qu'on va devoir aller dans un ordre de mission. Un autre point que l'on voit arriver globalement, effectivement, en partageant notre expérience, c'est des contrôles dimensionnels, donc des cultures à l'extérieur qui vont pouvoir regarder pour asservir de la robotisation et du coup rendre la machine plus efficace, ou plus globalement dans des systèmes intérieurs, regarder dans des systèmes de volume, de bend, des choses dans ce genre-là, pour que la machine soit complètement capable de répondre par elle-même, ne pas quelqu'un qui va vérifier le process derrière potentiellement. Dernier cas, qui se situe également sur l'organique, c'est dans la robotisation globale, cette capacité de dire je vais pouvoir réaliser soit avec une opération d'un robot cartésien ou alors avec une machinerie type milking machine, déterminer où je vais pouvoir percevoir mon objet à aller chercher d'intérêt pour détecter et mettre l'actionneur en place. Donc, on a vu effectivement donc ces machines-là, on voit qu'on a tout un tas de problématiques qui vont être nécessaires d'être résolues pour être autonomes. Alors c'est marrant, c'est amusant de parler de résolution parce que ce qui me reste effectivement dans cette équation, c'est quelles sont les variables qui vont rester derrière, quelles sont les dernières variabilités. Donc on en a recensé quelques-unes. La première, c'est l'environnement. Aujourd'hui, lorsqu'on va travailler dans le champ, par exemple, c'est quid de la météo, quel est l'impact sur l'unité de détection de captation qui va permettre le guidage, la navigation ou la localisation, et également donc directement sur l'unité de captation ou sur le terrain. Est-ce que, par exemple, lorsque j'ai appris mon terrain pour une raison ou pour une autre, il a évolué? Est-ce qu'il y a un obstacle? Est-ce que l'obstacle il est positif? Est-ce que l'obstacle est négatif? J'ai un trou? Et effectivement, on retombe sur les questions de prédiction de collision et de traversabilité. Donc ça, c'est typiquement une variable qu'il va falloir résoudre dans cette équation également pour pouvoir déterminer quelle est la prise de décision qui va en être nécessaire en vue de réaliser l'autonomie.
Une autre variable, c'est clairement ce que j'appelle l'organique. Autant dans l'industrie, on va pouvoir travailler sur de la matière inerte potentiellement, donc plus stable par principe, autant lorsqu'on va discuter avec des personnes, de la détection de personnes ou de la localisation de parts d'objets dans un monde animal, voilà, j'ai encore du mal à déterminer que la bête a une variabilité qui est inclue entre un tant de millimètres et tant de millimètres. Donc pour cette raison-là, on a besoin de compenser ça avec ce que j'appelle le last mile delivery, la dernière partie de la boucle pour déterminer où est localisé l'ensemble. Ensuite, plus globalement, on va se rendre compte qu'on va trouver des éléments qui vont pouvoir être cartographiés un peu partout dans le monde, avec plus ou moins de faiblesse à des endroits, mais il y a toujours des endroits où, par exemple, lorsqu'on va se retrouver dans un entrepôt, je n'aurai pas forcément d'appui de système de localisation. Également, tout l'impact d'infrastructure. L'idée étant, si je n'ai pas d'infrastructure à mettre en œuvre, mais que c'est bien une vérité locale qui prend la main, l'autonomie est assurée, alors que si je prévois une infrastructure, il faut prévoir l'ensemble de l'opération globale. Et ce n'est pas forcément les mêmes opérations. Enfin, je rajoute à ça, ce n'est pas forcément des variables que j'appelle primaires en vue d'arriver à l'autonomie, mais disons plutôt quelque chose qui va arriver derrière, c'est quelles sont les ressources à apporter pour réaliser cette opération. Donc les ressources, elles sont budgétaires, certes, dans un premier temps, c'est évident, mais elles sont également du côté plus global, c'est quelles sont les ressources matérielles que je dois embarquer dans un système pour réaliser ces opérations. Et ensuite, quelles sont les ressources en termes de développement que je dois mettre en œuvre pour réaliser ces opérations. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est primaire, mais qui est forcément à prendre en compte à un moment donné pour résoudre l'autonomie. Donc c'est une belle équation, on est tous bien contents de la voir au fur et à mesure, notamment sur l'écran, mais à l'arrivée, c'est ce qui va être capable derrière d'améliorer l'autonomie de la machine. Donc là, vous me voyez arriver, c'était le but de la question, j'en ai répondu un peu à la partie autonomie et partie machine. Quelle est aujourd'hui une des solutions que l'on propose en termes de partage effectivement d'expérience chez IFM? C'est de la vision 3D. Alors, ça ne sera pas la seule solution, on en est tous conscients, elle fera partie certainement d'un lot de solutions, ou elle fait partie déjà d'un lot de solutions, on va plutôt employer le présent que le passé, mais à l'arrivée, c'est techniquement une capacité de répondre aux problématiques que l'on vient de rencontrer avec la lot de variabilité qui lui est propre. Donc aujourd'hui chez IFM, la vision 3D, c'est une technologie temps de vol qui a pour objectif du coup d'imaginer comme ce que vos yeux vont pouvoir voir à votre cerveau, c'est le principe, il est là. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte quoi? Le gros avantage derrière, c'est la capacité de naviguer de manière à améliorer la sécurisation par de l'anticollision potentiellement et de ne pas avoir forcément automatiquement le besoin d'une cartographie tout le temps à l'instant T et disponible à n'importe quel moment. Puisque là, c'est plutôt une réalité locale qui va me prendre la main pour déterminer où je dois naviguer et me guider. C'est la capacité aussi, une vision 3D qui est une perspective angulaire qui va être fournie à l'engin, quel qu'il soit, pour avoir plus de facilité d'interprétation, pas forcément sur une vue tronquée 2D potentiellement, mais de dire voilà, je vais fournir une information en 3 dimensions et angulaire pour faciliter l'interprétation et la prise de décision qui va en être consciente derrière. Voilà, donc la gamme chez IFM, c'est quoi la partie temps de vol? Donc le temps de vol rapidement en termes de technologie, c'est j'envoie une information, elle me revient déphasée chez nous et vous avez une information de distance. Vous avez votre nuage de points en face de vous, ce qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Et à la sortie de ça, vous êtes en capacité de prendre la décision. La technologie temps de vol chez IFM, c'est quelque chose qui est, dans un premier temps, accessible. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas de répondre avec une usine à gaz qui va être 3 fois trop impactante mécanique pour quelque chose où j'ai une vision à prendre en portée qui va être à peine à 1 mètre, 1 mètre 50. Donc on a une technologie qui est scalable. Vous avez des nombres de pixels, des nombres de portées, des résolutions et des distances ainsi que des fiabilités par rapport à l'environnement extérieur qui est dépendant du use case que vous allez mettre en œuvre. C'est une technologie qui est miniaturisable. Aujourd'hui, vous avez des téléphones portables qui utilisent la technologie propre à IFM. IFM, on a la chance de pouvoir être fabricant de chips sensing propres à travers une fab de chez Infineon et on est designer de l'IP.
jusqu'à la sortie en capacité d'accompagner tout un tas de clients pour la mise en œuvre de la solution. C'est une technologie qui est donc miniaturisable, tarifairement accessible en fonction du use case, ce que vous voulez faire, et avec des ressources limitées en termes d'impact derrière. Il est bien entendu évident qu'on ne va pas demander à avoir le lot de la totalité de ce qu'on va retrouver sur une voiture autonome potentiellement. Ce n'est pas l'objectif, dans l'objectif ici au sein du FIRA. Enfin, et ça on s'y attelle également, c'est une technologie que l'on veut partageable. Donc la majorité de nos informations, c'est quelque chose qui sont à minima standard. On n'a pas d'objectif de propriété de quoi que ce soit là-dedans, dans la partage de l'information. Et donc, pour une très très grosse majorité, vous allez retrouver les informations sur de l'open source. On est dans le travail collaboratif, dans les projets par rapport à ce genre de questions, pour que les gens prennent en main le système. On les apporte un support par rapport au système, mais on n'est pas du tout sur quelque chose de privé et de propriétaire. C'est vraiment l'objectif inverse de cette partie-là. Voilà pour tout ce qui est de la gamme IFM. Alors on a parlé du futur, j'ai employé d'ailleurs un peu le futur dans ma présentation. J'aime bien parler du futur, mais j'aime aussi parler de ce qui se passe actuellement sur le présent. Donc on parle ready to meet the future. Aujourd'hui, dans le partage d'expérience, c'est de vous montrer que, ok, c'est beau pour ce qui va arriver, on a de l'ambition pour encore améliorer nos produits, mais réellement, qu'est-ce qui se passe actuellement sur le marché? Tout simplement, vous montrer à travers quelques expériences clients où est-ce que ça se situe sur ces fameuses machines que l'on a citées. On va le retrouver dans la localisation d'objets et de corps, tout simplement, dans les fabricants automatiques de milking machines automatiques, pour venir récupérer l'information où le TITS va être localisé pour réaliser l'opération. Le PIV où il va être localisé, voire même la vache potentiellement où elle va être localisée. C'est clairement le dernier aspect que l'on a dit, le dernier mile qu'on a besoin sur la mission. Où est-ce que c'est localisé? Quelle est cette part de variabilité? Là, la caméra 3D prend tout son sens pour avoir une perception de l'objet. Également, vous allez le retrouver chez des acteurs qui vont pouvoir optimiser un remplissage de bennes pour éviter lorsque dans l'exemple que vous voyez à l'écran, concrètement, la benne soit déséquilibrée et vous ayez optimisé plutôt que d'avoir une opération humaine qui vient vérifier cette opération qui n'a pas de forte valeur ajoutée mais qui peut être impactante à l'arrivée pour la production. Donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui effectives sur le marché avec des caméras 3D IFM. Également, vous avez des manufacturiers, donc là dans Jambeur, gros thermique, de machines à vendanger, qui, lorsque vous allez récupérer pour la récolte, vont pouvoir réaliser le guidage et la navigation, entre guillemets, sans les mains. À travers de produits qui ont de l'intelligence à l'intérieur, fournis pour une partie par IFM, vous êtes en capacité de déterminer où est l'angle de guidage, et la personne n'a pas à se soucier de réaliser l'opération de navigation avec l'engin. C'est directement la machine qui reprend la main. Elle a bien d'autres choses à soucier, rassurez-vous, a priori sur ce pilote. Ensuite, ce qu'on peut dire également dans la partie prédiction de collision et toujours guidage navigation, vous avez un exemple pas très loin ici d'une société qui est bleue, qui fait un produit qui s'appelle Bacchus, qui a la capacité de traiter là à partir de briques hardware fournies du nuage de points, de traiter un nuage de points pour en fournir de la détection d'obstacles, en donc prédiction de collision, traversabilité, c'était typiquement les opérations que je discutais tout à l'heure, et en plus, guidage et navigation de l'ensemble. Tout ça, ce sont des éléments où vous avez des briques et de l'accompagnement IFM sur la totalité des opérations. Donc c'est le futur, mais c'est déjà le présent. Voilà pourquoi on vous tenait à faire participer et à partager cette expérience. Ce que je vais juste rajouter en conclusion, un produit IFM, ce n'est pas un produit qui est sur le marché consumer, c'est un produit qui a une garantie de 5 ans avec une pérennité d'utilisation. Donc ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez prendre au batch, mais quelque chose que vous allez retrouver dans le futur. Et c'est aussi une équipe, parce que je vous ai parlé d'accompagnement très clairement sur tous les sujets que vous voyez là et encore bien d'autres. C'est une équipe dédiée, réalisée pour accompagner le client, être catalyseur de solutions pour le client. Voilà ce que je pouvais vous présenter. Je vous remercie. We have plenty of time for questions, so feel free to ask them. I'm pretty sure 3D camera express some interest. Yes, thank you. Au milieu. Si vous pouvez vous présenter au moment où vous posez votre question, merci.
Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je suis un des rares, certainement, dans la salle, agriculteur. Donc, je rejoins le monsieur qui disait la simplicité des machines et des robots, et ancien informaticien industriel. Voilà. Et donc, je suis en train de réfléchir à appliquer à l'agriculture biologique, parce qu'il y a très peu d'outils et pour combattre notamment les mauvaises herbes et les insectes qui viennent nous embêter. Et donc, je suis très intéressé par pour vos caméras. Quand vous dites les logiciels ouverts, donc si on achète des caméras de chez vous, IFM, on peut vous fournissez le logiciel ouvert et on peut donc l'adapter aux produits qu'on pourra faire. Notamment, je pense aux drones tueurs d'insectes sur des colzas bio, par exemple. Alors, je vais répondre à deux questions, au use case après, et à la première question, qu'est-ce que j'appelle l'ouverture? L'ouverture, c'est la mise à disposition du nuage de points directement avec des outils que vous allez trouver pour les gens qui connaissent sur GitHub, complètement open source. C'est-à-dire qu'en sortie de ça, vous allez taper IFM, vous allez avoir une section IFM sur GitHub, et vous allez pouvoir être en capacité de brancher la caméra, et en quelques secondes, voire minutes, en fonction de ce qui va se passer, vous allez récupérer un nuage de points sur de l'OpenCV, sur du PCL, sur ROS 2, voilà, c'est ça que j'appelle l'ouverture d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'on concrètement, on n'a pas d'intérêt à avoir un logiciel propre et un driver propre. On fournit tout pour que les gens puissent utiliser leur valeur ajoutée à partir de ces informations. Donc ça répond à la question d'ouverture. Oui, c'est ça. Toutes les caméras que vous voyez là, elles ont la capacité de rentrer là-dedans. Ensuite, sur le use case à proprement parler, on fournit effectivement alors des drones plutôt... on n'est pas trop dans l'aérien, pour être tout à fait honnête, pour des questions de portée. Des portées tenues au soleil et d'encombrement, parce que... Par exemple, pour avoir un peu de portée, il y a peut-être un petit peu de masse sur la caméra et le drone ne va pas forcément être intéressant. Mais disons, voilà, à chaque use case, on va essayer de répondre correctement pour dire, voilà, on va vous orienter pour tel ou tel type de technologie. La technologie est la même, comme je dis, c'est vraiment scalable, vous allez le retrouver dans le téléphone portable en soi. Vous pouvez faire du Face ID correctement en reprenant une marque à la pomme. Voilà, mais disons, il faut retrouver effectivement l'intérêt d'impact mécanique, d'impact électronique ramené au use case par rapport à la portée et la précision attendue. Donc pour le drone, je suis un peu plus sceptique par rapport à ce qu'on peut apporter, mais voilà, en tout cas, on est complètement ouvert et prêt à discuter et à échanger avec vous par rapport à toutes ces questions-là sans aucun problème.